Info. Moussine Fikri, retenez bien ce nom, il dynamise le Maroc. C'est un vendeur de poissons tué dans une benne à ordures. Cette mort suscite une vague d'indignation dans le pays. Des milliers de personnes ont participé aux funérailles qui se sont déroulées ce dimanche. On va en parler avec vous. Aziza Naït-Sibaha, vous êtes chroniqueuse, éditorialiste à France 24 et puis en plus d'origine marocaine. Vous connaissez bien l'histoire du pays. Il est désormais considéré comme un martyr. Alors, on va regarder un sujet, on en parle avec vous juste après, un sujet qui est signé Dorothée Lachaud et Caroline Gindre. Les images ont choqué le Maroc. On y voit Moussine Fikri, marchand de poissons, grimper dans une benne à ordures. Il s'oppose à la destruction par la police de sa cargaison d'espadons, une marchandise illégale. Nous avons choisi de ne pas vous montrer la suite de cette scène. Il est happé par le mécanisme et meurt broyé sous les yeux des passants. Une vidéo amateur qui, depuis vendredi, tourne en boucle sur les réseaux sociaux et a poussé les Marocains dans la rue. À Al Hoceima, lieu du drame, mais aussi à Casablanca, Marrakech ou encore Rabat, la capitale, des milliers de manifestants ont défilé hier. Certains brandissaient la photo de Moussine Fikri, devenu un symbole des violences policières. Ce qui s'est passé à Al Hoceima ne devrait pas se produire en 2016. Cette manière qu'a la police de tuer des gens, nos grands-parents y étaient habitués, mais nous devons le refuser. Les autorités nous humilient en permanence et ils continuent de nous écraser. Dimanche, lors des funérailles, plusieurs milliers de personnes ont rendu hommage à celui qu'ils surnomment désormais le martyr Moussine. Venu présenter les condoléances du roi du Maroc à la famille du défunt, le ministre de l'Intérieur s'est dit déterminé à établir les circonstances exactes du drame et a ouvert une enquête. Aziza, comment se fait-il que cette mort, ce fait divers, ait pu embraser le Maroc ? Alors, le plus évident, on va dire, c'est que ça a été filmé. Ça a été filmé, il y a des photos, ça fait le buzz, ça tourne sur Internet, etc. Et puis, ça vient d'une région qui est Al Hoceima, qui vient du Rif du Maroc. C'est une région très spéciale, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais voilà. Donc, c'est la force de l'image et la force des réseaux sociaux qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu une affaire de tout le monde. On a vu le ministre de l'Intérieur se déplacer à la demande du roi du Maroc, qui prend cette affaire très au sérieux. Très, très au sérieux. Le souverain marocain a demandé donc effectivement à son ministre de l'Intérieur de se déplacer, d'aller présenter ses condoléances tout d'abord à cette famille et puis ensuite a bien insisté pour que cette enquête soit et aille le plus loin possible jusqu'au bout pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé. C'est bien évidemment pas une affaire à prendre à la légère puisque vous le voyez sur une vingtaine de villes au Maroc, on voit des manifestations qui ressemblent presque à ce qu'on avait vu au 20 février après le déclenchement du printemps arabe. Donc c'est quelque chose qui est très important. On l'a vu sur un des tweets. Ça y est, nous avons notre Bouazizi, le Maroc a son Bouazizi qui était ce jeune garçon aussi marchand. Qui s'était immolé par le feu en Tunisie, absolument, qui avait un peu déclenché. Est-ce que c'est de cet ordre-là Alors, je peux comprendre qu'on fasse le rapprochement puisque l'élément déclencheur est un peu pareil. C'est un jeune, c'est un citoyen simple face au pouvoir, face à la police, etc. Maintenant, la grande différence, il y en a même deux, moi je dirais. La première, c'est que la relation du Maroc avec son roi n'est absolument pas la relation des Tunisiens avec Zine El Abidine Ben Ali en 2011. Donc ça, c'est très important. Le poids du roi au Maroc et de la monarchie, c'est le chef de l'État, il est très différent. Bon, maintenant, la deuxième chose qui est aussi importante, c'est que le début de ce qui s'est passé avec Moussine Fikri est plutôt légal. Lui, il sortait avec 500 kilos de poissons d'espadon. L'espadon est interdit, la pêche de l'espadon est interdite au Maroc à cette période-là pour repos biologique. Il devait être arrêté. Il aurait, je dis bien il aurait, parce qu'on attend les résultats de l'enquête, refusé d'obtempérer. Il a dû avancer. Donc, la police du port a dû appeler la police de la ville pour qu'il soit arrêté un peu plus loin, 30 minutes d'ailleurs plus tard, dans la ville. Donc on commence par une procédure qui est totalement légale, qui est on arrête quelqu'un qui a 500 kilos de poisson. Maintenant, la ressemblance, si vous voulez, c'est comment est-ce que quelqu'un peut sortir avec 500 kilos de poissons interdits du port? Pourquoi est-ce qu'on l'arrête de cette manière-là? Pourquoi est-ce que ce poisson doit être broyé en public? La procédure n'est absolument pas celle-là. Et encore une fois, même certaines personnes de l'administration marocaine expliquent que d'habitude, quand on a de grandes quantités de poissons, il y a quand même 500 kilos de poissons, pourquoi ne pas le donner à des institutions de charité au lieu de le broyer dans une benne? C'est un peu la violence aussi. Voilà. Peut-être vous parliez aussi du lieu où ça se trouve. On est dans le Rif.
Alors pour ceux qui... C'est le nord, c'est au nord du Maroc. Au nord du Maroc, c'est la Absolument. partie, ce sont les côtes méditerranéennes. Tout à Là, fait. c'est une région qui est historiquement a eu pas mal de soucis, on peut dire ça, avec le pouvoir central. Alors, c'est une histoire assez dure avec le pouvoir central. Ça a commencé même avant, puisque les maquisards rifins étaient très, très connus pour avoir donné du fil à retordre un peu aux troupes françaises, déjà sous le protectorat. Ensuite, dans les années 50, il y a eu beaucoup d'insurrections. Le Rif est appelé le pays de Siba. Siba veut dire l'insoumission. Alors, tout ça a été un peu maté dans les années 50, entre autres par Hassan II, l'ancien roi du Maroc. Et depuis... aucun roi du Maroc n'avait mis les pieds dans cette région pendant 40 ans. Donc, tous les rifins s'étaient sentis un peu pour laisser pour compte, bannis, punis par le pouvoir central. Donc, la relation est très, très dure. Après, dans les années 90, fin des années 90, entre le passage entre Hassan II et Mohamed VI, là, la nouvelle monarchie, si vous voulez, et le nouveau monarque a un nouvel intérêt vis-à-vis de cette région-là. Quand il y a eu d'ailleurs en 2004 un tremblement de terre dans la ville d'El Hoceima, très touchée. Voilà, c'est la même ville d'où vient, de cette région-là que vient Mohsin Fikri. Le roi du Maroc s'était déplacé et était resté plusieurs jours alors qu'il y avait encore des secousses à Al Hoceima. Donc ça revient à chaque fois. Il y a eu des manifestations en 2011, il y a eu des morts d'ailleurs. Il y a eu des morts en 2011, il y a eu un syndicaliste mort en 2014. Et à chaque fois, cette région, si vous voulez, se rappelle quelque part de cette relation très très difficile avec Rabat. Alors là, on a entendu des témoignages dans le sujet de nos confrères de France 3 qui mettaient à l'index la police. Alors on sait qu'au Maroc, c'est un pays qui lutte comme en France contre le terrorisme avec des policiers qui sont entre guillemets aussi comme ici, un peu à cran. Mais est-ce que ces manifestations, c'est aussi une colère contre la corruption, contre des injustices ? Ces manifestations ont aussi pour thème un terme très précis au Maroc qui s'appelle la hogra. Ça veut dire c'est le mépris du pouvoir vis-à-vis de la population. Donc aujourd'hui, tous les gens parlent de ça. On parle d'un élément déclencheur et on parle de tout ça. Et si vous voulez, le Maroc aujourd'hui est une région assez stratégique qui vient au sud de l'Europe, qui fait face à la menace djihadiste. Il est à l'ouest du Maghreb, qui est un grand pourvoyeur d'ailleurs de jeunes qui partent en Syrie et en Irak. Et il est au nord-ouest du bassin sahélien qui aussi fait face à la menace djihadiste. Donc la sécurité est un élément très important au Maroc et du coup la stabilité du Maroc l'est tout autant. Donc à côté de ça, les Marocains ont un problème bien évidemment avec leur administration. Je vais vous dire, la grande preuve, c'est qu'à la rentrée du nouveau Parlement, c'était à la mi-octobre, c'est Mohamed VI qui en parle dans son discours avec un ton très très dur vis-à-vis de cette administration, épinglée très souvent par les institutions internationales pour sa corruption. Donc lui avait dit, il faut que cette administration n'ait qu'un seul but, c'est l'intérêt du citoyen. Aujourd'hui, cette administration est à l'épreuve. Tout le monde attend les résultats de l'enquête et tout le monde attend ce que ça va donner justement pour savoir si c'est bon pour le citoyen ou pas. Alors, il nous reste juste quelques secondes. Vous, de votre regard de Marocaine, est-ce que vous êtes surprise de ces mobilisations et est-ce que vous pensez que ça va s'éteindre ou qu'il faut faire attention ? Je pense qu'il faut toujours faire attention. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est que cette enquête aille vraiment jusqu'au bout et donne des éléments assez convaincants pour la population marocaine. Aziza Naïti-Baha, merci beaucoup d'avoir été avec nous, éditorialiste à France 24. On va prendre la direction de la maison de la radio pour l'essentiel de l'actualité. À tout de suite.